Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Mon amie Françoise Dominique Bastide a retrouvé un texte que j'avais commis il y a quelques années de cela et elle me l'a envoyé. Et je me fais un plaisir de vous le lire. De mon vivant, j'ai vu la France coloniale quitter l'Algérie. Enfant, j'ai vécu les journées de joie et de liesse de l'indépendance. J'étais là quand l'humanité est passée de 3 milliards d'êtres humains à plus de 7 milliards et demi. J'ai assisté à la victoire du Vietnam sur la France, puis sur les USA. J'ai vu tomber le mur de Berlin, le rideau de fer, puis l'URSS se désintégrer. La Yougoslavie éclater en plusieurs pays. La Palestine se réduire en peau de chagrin. L'Afrique du Sud abolir l'apartheid. Le Soudan se diviser en deux. J'ai suivi en direct l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et d'Ernesto Che Guevara. J'ai vu Mandela sortir de prison après 27 ans d'incarcération. Puis je l'ai vu devenir le président de son pays. Je l'ai vu réconcilier son peuple. Je l'ai vu renoncer à la vengeance, puis renoncer au pouvoir et le restituer à son peuple. De nombreux artistes que nous aimions, que nous croyions presque immortels, sont partis les uns après les autres. Et tant de parents, d'amis, d'êtres chers. Des dictateurs qui faisaient trembler leur peuple et qui avaient fait couler des fleuves de sang et de larmes sont partis par les égouts de l'histoire. Et il a juste fallu à leur peuple de tirer la chasse d'eau de la mémoire pour pouvoir enfin revivre de nouveau, rebâtir leurs pays respectifs, aller vers leurs rêves égarés. Oui, des peuples se sont libérés de leurs despotes pendant que d'autres ont été précipités dans l'enfer. J'ai vu l'Algérie sortir d'une longue période de despotisme pour entrer dans une autre de sang et de deuil. Tant et tant de vicissitudes ont secoué le monde. La misère et la pauvreté ont tué des milliards de gens. De mon vivant, dans le même moment que le progrès technique a changé la face du monde, mais sans pour autant qu'il y ait plus de joie, plus de bonheur, plus de paix, moins d'injustice. Je ne sais pas encore si je vivrai assez longtemps pour assister à d'autres changements, à des révolutions, à des bouleversements. Je ne sais pas si j'assisterai à l'avènement d'un nouvel âge d'or ou à une plus grande déchéance du genre humain. Mais pour avoir connu tant de bouleversements, dont certains étaient juste inimaginables, je sais que tout est possible, que demain est un autre jour et que ce qui doit advenir adviendra et advienne que pourra. Merci, ma chère Françoise, de m'avoir rappelé ce texte et cet espoir d'un changement attendu et qui vient de se produire, que nous n'attendions plus et que nous n'espérions presque plus. Mais le miracle s'est réalisé, là, sous nos yeux. Les Algériens sont sortis comme un seul homme, le sourire aux lèvres, sans haine et sans violence. Ils ont secoué les couches de cendres épaisses où ils avaient été ensevelis et ils se sont mis debout de toute l'envergure de leur vieille mémoire. Ils ont retrouvé leur noblesse, leur joie d'être, leurs rêves dispersés. Ils ont répudié la violence et même les rancœurs acides qui avaient été inséminées en leur cœur. Ils n'aspirent plus
qu'à l'aube nouvelle, à une Algérie nouvelle, libérée de ses chaînes, une Algérie fraternelle, où plus personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Mais écoutez cet extrait de ce poème d'Abou Al-Qasim Chabbi qui est devenu l'hymne national tunisien. Si un jour le peuple aspire à la vie, force au destin d'obéir, à la nuit de se dissiper et aux chaînes de se briser. Écoutez ce poème préféré de Nelson Mandela, Invictus. Malgré la nuit noire et profonde de ces ténèbres qui me submergent, je rends grâce à Dieu où qu'il soit, pour mon âme à jamais intègre. Pris dans les griffes des jours retors, je ne pleure ni ne gémis. Sous les coups cruels du sort, ma tête saigne mais reste droite. Par-delà ce lieu de douleur, se profile la funeste lueur, et pourtant, quelle que soit son heure, elle me trouvera apaisée et sans peur. Aussi étroit sera le chemin, et nombreux les châtiments infâmes. Du peuple et les magouilles du régime. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Hassan Herish, docteur en sciences économiques, néanmoins analyste politique. Merci d'être avec nous, Hassan. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à Ali, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ali Boucherka, militant politique, universitaire. Merci d'être avec nous, Ali. Merci, c'est Jamal, et bonsoir pour tous les téléspectateurs de Maralébia. Merci. Alors, nous allons avoir au téléphone Khaled Zirem, militant associatif à Bjaya, et Adel Jabbar depuis le Canada par Skype. Alors, Hassan Herish, vous venez de rentrer d'Algérie. Oui. Vous avez passé quelques jours. Alors, comment avez-vous trouvé le pays? J'ai déjà eu l'honneur de participer à 3 grandes manifestations à Tizi Ouzou. Donc 2 vendredis et puis le 20 avril. C'est une véritable résurrection. Une résurrection parce que non seulement, comme vous le disiez en introduction, le peuple s'est dressé comme un seul homme, oui, mais on a vu après les images le soir que ce qui s'était passé à Tizi Ouzou s'est passé à Alger, à Constantine, à Oran, à Sétif, à Ouargla, y compris dans des villes insoupçonnées au niveau de cette révolte, de cette révolution. À Adrar, à Béchar, à Sidi Aïssa, à Msila, ainsi de suite. Donc, je suis revenu honnêtement avec beaucoup plus d'espoir que je ne suis parti. Bien sûr, chacun sait que la lutte est encore longue, que ce n'est pas facile et que malheureusement, les tenants du pouvoir ne lâchent pas comme ça, prise du jour au lendemain. Il y a tellement d'intérêts en jeu, ils ont tellement
étaient mouillés dans des affaires pas possibles. Des civils, des militaires, des policiers, des douaniers, etc. Les officiers supérieurs, les décideurs, un certain nombre de juges, des procureurs, etc. Toute cette nomenclature, ces apparatchiks, qui continuent de s'arc-bouter sur leurs privilèges. Et je crois que la leçon que j'ai retenue, c'est que les Algériens ont compris qu'ils sont sur la ligne de départ et non pas sur la ligne d'arrivée. Oui. Tout ne fait que commencer. Oui, vous vouliez... Je voulais demander l'avis de Ali. Hassan Hersh nous dit ils n'en finissent pas de s'arc-bouter, ces barons du régime. Ils ne veulent pas partir. Mais ils sont en train de faire feu de tout bois. Ils sont en train d'utiliser toutes les ficelles possibles et imaginables. Il n'y a que la violence qui manque pour le moment. Vous ne pensez pas qu'ils pourraient nous réserver de très vilaines surprises? Je crois que le régime il est en position de faiblesse et quand on se retrouve comme un régime autoritaire, quand même il faut rappeler sa nature profonde, oui. Un régime autoritaire, liberticide, qui a mis la société algérienne de 1962 jusqu'à nos jours sous coupe réglée. Donc aujourd'hui, c'est le sursaut du peuple algérien. Du point de vue du régime, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Autrefois, les sursauts populaires, soit il les réprimait dès le départ, oui. Soit il envoyait, il sortait sa tirelire à coups de millions pour baisser l'huile, pour donner des primes, pour clientéliser. Acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale, ou plus précisément, acheter les consciences oui. et les corrompre. Oui. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on est face à un mouvement général, irréversible, qui est d'une profondeur qu'a jamais connu le pays depuis 1962. Donc c'est quelque chose face à lequel le régime n'arrive pas à trouver des solutions. Mais il est en train d'essayer néanmoins. Il essaye. Et on voit ces dernières manœuvres, oui. Qu'elles sont encore plus dangereuses, oui, plus pernicieuses. Justement. Et on voit bien que ceux qui se targuaient autrefois d'être les protecteurs de l'Union nationale, et c'est eux-mêmes qui œuvrent à sa division aujourd'hui. Oui. Ils sont en train d'exploiter les divisions, que ce soit de nature idéologique, culturelle, d'envoyer leur cyberbaltagia. On voit bien le fameuse zoubab électronique, les mouches électroniques, qui sont en train d'infester littéralement tous les réseaux sociaux. Absolument. À peine on prend la parole, qu'il y en a 2, 3, 4 qui sont là à commenter avec des insultes, avec des... tout est valable, tout est fait pour précisément opérer une déversion des sujets principaux qui est posé sur la table et qui reste quand même l'enjeu vers lequel converge toute la population, peu importe ses différences, c'est celui de la rupture avec ce régime. Les gens, ils disent pas « Qbaili » ou « La Arbi », ils disent « Yitnahaouga ». Et ils disent aussi autre chose, c'est qu'ils veulent très très bien, ils ont compris que ce régime, il n'y a plus rien à attendre de ce régime. Ils veulent vraiment aller dans une transition démocratique pour ce pays. Khaled Ziram plutôt. Khaled Ziram, merci d'être avec nous. Vous êtes militant associatif et vous êtes dans la région de Bjaya où vous participez à toutes les manifestations. Khaled Ziram. Khaled Ziram. Khaled Ziram. Je reviens à Khaled Ziram dans un moment en espérant que le problème va être réglé. Et Adel Jabbar est avec nous depuis le Canada. Adel Jabbar, observateur politique, citoyen algérien, algéro-canadien. Adel Jabbar. Oui, je suis à l'écoute. Bonjour. Bonsoir, Anambik. Vous êtes avec nous en Skype, je crois. C'est ça, oui. On ne vous voit pas encore. Voilà, très bien. Alors, Adel Jabbar, donc nous étions. Mes invités sur le plateau vous saluent. Ils vous font un grand coucou. Moi aussi. Alors, vous êtes au Canada, donc vous suivez de très près ce qui se passe en Algérie. Nous sommes tous en train d'observer ces manœuvres du régime, ces coups tordus, ces coups fourrés, où il essaye de monter une région contre les autres ou les autres contre une région. Il essaye d'infester, de faire infester les réseaux sociaux par ses ex-agents
du DRS pour monter les islamistes contre les autres. Il est en train de faire feu de tout bois. Est-ce que vous pensez que cela puisse marcher? Je pense que rien ne marchera pour eux. C'est un régime agonisant qui est au final et au finish. Il est dans sa logique de survie, donc il tente le diable. On dit souvent que même en enfer, le diable continue à travailler. Eux, ils font exactement la même chose. Je pense que la roue a tourné. Cette révolution-là qui a démarré le 22 février a surpris non pas seulement ce régime illégitime agonisant, mais toute la planète. Personne n'a rien vu venir. C'est une véritable révolution que les Algériens ont entamée dans le sourire, dans le bonheur, dans la joie. Ils ont clairement affiché leur feuille de route, leur slogan politique. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où aller et comment y aller. Ils ont dit, et puis c'est un petit jeune, ça dénote tout le génie de notre jeunesse qui a trouvé le slogan le plus ingénieux que j'ai jamais entendu, c'est-à-dire qu'il faut déraciner complètement ce régime illégitime et le renvoyer chez lui. C'est fini. Maintenant, vous me dites, ils sont en train de magouiller, ils sont en train d'essayer de monter des régions contre des autres, de monter le peuple contre une partie du peuple contre l'autre. Ça ne marche plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les situations de 90 où on baisse les rideaux, on éteint la lumière, puis on commence à canarder, à tuer des gens dans l'impunité, dans l'anonymat le plus absolu. Cette ère est définitivement terminée. Qu'est-ce que vous comprenez, Adel Jabbar, à cette guerre des barons entre eux? C'est comme s'ils essayaient de jeter en pâture à la foule, comme ils disent eux, les plus exécrés de la population, de mettre en prison des gens, de faire feu de tout bois. Et en ce moment, tout le monde est en train de paniquer. Les barons du régime sont en train d'expatrier leurs familles, les envoient chez eux rejoindre leurs pénates en Espagne, en Suisse et ailleurs. Et un Nazar qui vient nous faire une déclaration semblant découvrir, comme ça, du jour au lendemain, qu'il ne savait pas que c'était Saïd Bouteflika qui était le vrai patron du pays. Et il nous dit qu'il lui aurait suggéré de renoncer au 5e mandat et que Saïd Bouteflika lui aurait dit non, pas question, et qu'au besoin, il décréterait l'état de siège ou l'état d'exception plutôt que de renoncer. Que devrais-je dire? À propos de Nazar, je ne pense pas que le peuple algérien puisse avoir le temps d'écouter encore ces épanchements verbiaux. Il déblatère comme il peut, ça ne change pas notre regard sur le personnage. Pour l'immense majorité des Algériens, il demeure un véritable criminel dont les mains sont tachées de sang. Mais lui, dans une autre déclaration, Adel Jabbar, lui, dit non, 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 moi j'ai interrompu le processus électoral à la suite de la demande expresse de la majorité de la population. Il peut dire ce qu'il veut. Ceux qui ont demandé l'interruption du processus démocratique de 92, c'est une espèce de pseudo-élite qui était constituée de 1000, 1500 ou 2000 personnes qui étaient dans les administrations et qui ont constitué le CNSA. Et ils sont sortis, puis les moyens de communication, les radios, les télés, les journaux étaient entre leurs mains, ils ont fait leur propagande et puis ils ont pu mobiliser ou légitimer leur coup d'État, légitimer l'état de siège, légitimer toutes les exactions et les crimes qui ont été perpétrés pendant pratiquement 7 ou 8 ans jusqu'à l'avènement de Bouteflika, qu'il a lui-même ramené sur un char. Il disait qu'il était en vacances, je ne sais pas où, du côté de la France, dans sa mère patrie. Et puis qu'on l'aurait appelé pour lui dire, il y a quelqu'un qu'on ramène sur un blindé, est-ce que vous acceptez l'arrivée de ce vacancier qui a passé 20 ans à vadrouiller ailleurs? Puis il a dit oui. Aujourd'hui, qu'il sorte de son trou, où il ferait mieux de se cacher pour nous faire des déclarations afin de se redécrédibiliser ou de se redonner une légitimité aux yeux du peuple, ça ne peut pas marcher. On a vu les gens qui sont propres, même si nous ne partageons pas les idées politiques de l'ex-fils ou du fils. Restez avec nous, Adel Jabbar. Khaled Ziram, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Très bien. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Khaled Ziram. Merci à vous. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces tentatives très évidentes, très criardes, j'allais dire, du régime de semer la division, la discorde, voire même la haine entre les Algériens? Qu'est-ce que vous en pensez? À la limite, dans leur logique, c'est de bonne guerre. Pour se maintenir, ils doivent et ne peuvent qu'user que de ces pratiques-là. Mais ce que moi je voudrais dire, M. Benchtouf, c'est à nous de ne pas alimenter ces divisions, ces diversions, ces gains de temps qu'ils sont en train d'opérer pour se maintenir. Ne tombons pas dans le panneau en commentant trop leurs pratiques, en mettant les accès de nos débats sur X a fait ceci, Y a fait cela. Restons dans notre dynamique de communion, de notre processus révolutionnaire. Plus on accorde de l'importance à ces tentatives de division, à ces tentatives de diversion, à ces essais de gain de temps, plus nous donnons de l'eau au moulin du régime pour que lui, son seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir et de garder les commandes. Monsieur Hersh, tout à l'heure, parlait de gros intérêts en jeu pour lesquels ils ne veulent en aucun cas partir. Il n'y a pas seulement des intérêts en jeu, Monsieur Benchinouf. Monsieur Djebar du Canada, je crois, parlait de la décennie noire et des responsabilités des uns et des autres. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays, Monsieur Benchinouf. Ces gens-là, ils sont conscients d'une chose, c'est que leur histoire, leur passé les rattrapera tôt ou tard, même à titre posthume. Ils ne veulent en aucun cas aujourd'hui courir le risque d'être rattrapés par l'histoire qu'ils ont fait à ce pays. Est-ce à dire, Khaled Ziram, que parce qu'ils traînent trop de casseroles, que parce que si jamais ils partent tous les secrets vont remonter à la surface? Est-ce à dire qu'à cause de ces secrets qu'ils veulent qu'ils restent secrets, vont-ils devoir tout mettre en œuvre pour ne pas quitter le pouvoir? Il y a ça, et ce ne sont pas des secrets en partie, M. Benchinouf. Comme je disais qu'il s'est passé des choses dans ce pays et les responsabilités sont de notoriété publique. Donc ces gens-là, ils sont intimement convaincus parce que déjà, ils se connaissent entre eux. Ils partent à midi, à 13h, leur passé les rattrape. Ce n'est pas seulement une question d'intérêt, ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'intérêt pécunier. Il est aussi question de choses beaucoup plus graves que ça. Ce ne sont pas seulement des casseroles, M. Benchinouf. C'est des choses de l'ordre de crimes de guerre. Oui. C'est des choses. Il s'est passé des choses très, très graves dans ce pays. Maintenant, nous, dans notre processus révolutionnaire, faisons fi pour le moment de cela. Ne tombons pas dans leur diversion. Ne tombons pas dans leur brandir le spectre de l'islamisme, du MAC, de celui-là a les yeux bleus, de l'autre qui a les cheveux longs. Non. Maintenant, notre cap, c'est qu'ils dégagent. Nous devons les acculer à ce qu'ils dégagent. Au jour d'aujourd'hui, M. Benchinouf, c'est eux qui ont un problème. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Gaïd Salah se contredit entre matin et soir dans ses discours. Le haut commandement militaire est acculé à prendre des décisions et il ne sait apparemment plus dans quel sens aller. C'est eux qui ont un problème. Nous n'avons plus de problème. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, ces gens-là? Ils nous disent qu'il y aura des présidentielles le 4 juillet prochain. Demandez à n'importe quel petit garçon dans la rue, dans n'importe quelle rue, de n'importe quelle ville algérienne, il vous dira que ces élections n'auront pas lieu. Oui, mais de toutes les façons, Khaled Ziram, mais je reviendrai à vous dans quelques instants. De toutes les façons, je crois que plus personne ne croit en ces élections du 4 juillet, y compris le régime lui-même. Ils savent que c'est totalement impraticable. Il n'y a aucun doute, non? De mon point de vue, ils vont même annoncer dans les jours qui suivent
l'annulation ou le Ils vont report. opter pour autre chose. Oui, je pense. Mais je dois juste rassurer notre ami Khaled Zirem que quand on parle des intérêts en jeu, ce n'est pas que les intérêts pécuniaires. Bien sûr. Comme il faut être naïf. On sait que c'est des intérêts, bien sûr, pécuniaires, mais aussi des intérêts sécuritaires, des intérêts familiaux, des intérêts de pouvoir, des intérêts judiciaires, des intérêts historiques. Y compris des intérêts stratégiques d'autres puissances. C'est tout ça qui est en jeu. Donc, il est évident que les dirigeants en place, particulièrement ceux qui sont autour de Gaïd Salah, parce que c'est eux qui détiennent le vrai pouvoir, ben ces gens-là ont peur. Ils craignent effectivement l'émergence de tous les dossiers dont on vient de parler, dossiers de toutes sortes, pas uniquement les détournements d'argent, les détournements de l'histoire, les détournements de l'indépendance, le détournement de la démocratie, les détournements de toutes sortes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Algérie vit dans de très grandes difficultés, vit une crise historique, et qu'aujourd'hui, le peuple algérien se dresse comme un seul homme contre ce régime. Et commence juste à leur dire, d'abord partez, ensuite nous on se débrouillera entre nous. Oui, Moi, il y a deux sujets que je n'aime pas évoquer, parce qu'ils sont polémiques, parce qu'ils sont diviseurs. Mais on est obligé d'en parler, mais nous allons essayer de ne pas trop en parler. Juste répondre. C'est celui qui essaye de créer de toutes pièces ces fameux doubables électroniques entre islamistes et non-islamistes, alors que les gens sont en train de manifester ensemble sans même penser à ça, qui est islamiste, qui ne l'est pas. Et l'autre sujet est celui de la visioconférence de Farhat Mehni à l'université de Tizi Ouzou. Vidéoconférence dont tout le monde convient que c'est aux étudiants de se débrouiller. C'est à eux de voir qui ils invitent et qui ils n'invitent pas. Sauf que, c'est là où je voudrais en parler, le titre de la conférence. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est juste le titre de la conférence. Pour le reste, moi, je laisse les étudiants de Tizi Ouzou, qui sont des étudiants algériens, répondre aux monsieur qui les interpellent. Ce n'est pas... sauf que le titre, c'est... et ça tombe bien, puisque vous êtes tous les deux kabyles, et Khaled Zirem aussi, qui est avec nous. Oui. Et donc, alors, le titre de la visioconférence est ceci, et celui-ci. Le combat kabyle face à l'Algérie. Moi, c'est cela qui m'a un peu interpellé. Bien sûr. Très franchement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre? Moi, c'est très simple. Ma réponse, connaissant les militants du MAC, ils veulent dire par là, je pense que c'est une erreur, j'ose espérer en tout cas, que c'est une erreur de, comment dire, d'écriture, d'énonciation, de langage. C'est le combat kabyle face au régime algérien. Face au régime algérien. Parce que face à l'Algérie, jusque-là quand même, la Kabylie fait partie de l'Algérie. Donc ça ne peut pas être un combat face à elle-même. Donc le combat kabyle face au régime algérien, et moi personnellement je suis pour que tout le monde s'exprime, toutes les idées à gauche, à droite, au centre, etc., puissent trouver place. Et comme vous le disiez à l'instant, l'université de Tizi Ouzou, qui est depuis 1980 aux avant-postes des combats démocratiques, des combats culturels, des combats pour le droit de l'homme. Donc, effectivement, par rapport à ce titre-là, le seul, effectivement, j'ose espérer qu'il veut dire par là... Le titre est bien là. Oui. C'est le combat kabyle face à l'Algérie. Oui, tout à fait. L'autre chose, Hassan Hersh, moi aussi je suis comme vous. On devrait interdire le débat, la discussion à personne, qui qu'il soit. On fait confiance à nos étudiants. Dès lors que ce n'est pas violent. Absolument. Dès lors que ce n'est pas violent, dès lors que ça ne viole pas les lois, on laisse le choix, comment dire, la marge, la possibilité à nos étudiants de débattre. Sauf qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui. Le professeur Selim Belkhada, fils du président Beni Youssef Belkhada, à la fac centrale, a demandé, à la demande des étudiants, a donné une conférence dans l'université qui porte le nom de son père. Ça lui a été interdit. Ah oui, bien sûr. Monsieur Bouchachi Mustafa, pareil.
Il a demandé à donner une conférence à Oran, je crois. C'est ça. Il en a été empêché. Oui. Alors que M. Farhat Mehni est admis à donner une visioconférence avec grand renfort de publicité à l'université de Tizi Ouzou. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Oui, ma réponse est claire là-dessus. Oui. Farhat Mehni aurait demandé à faire cette visioconférence à l'université d'Alger, elle aurait été interdite. Il l'aurait demandé à la faire à l'université d'Oran, elle aurait été interdite. Je pense que c'est parce qu'il y a un comité d'étudiants militants très fort et qui se fout complètement des décisions de l'administration à Tizi Ouzou et qu'ils invitent qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et ils acceptent un tel titre? Écoutez, alors, à la je limite, pense très honnêtement que ça n'a pas été discuté. Parce que dans ça saute l'esprit... aux yeux, Hassan. Moi, étudiant, je l'aurais négocié. J'aurais dit, d'accord, je vous invite, mais pas avec ce titre. Très honnêtement, M. Benchinouf, très honnêtement, ce n'est pas pour défendre Farhat Mehni, il est assez grand pour le faire. Oui. Et puis, nous avons plutôt des divergences que des convergences en ce moment. Ceci dit, je suis convaincu, connaissant les étudiants de Tizi Ouzou, qu'ils ont lu le combat kabyle face au régime algérien. Ah non, le titre a été affiché, ils l'ont bien lu. D'accord. Allez. Bon, moi je pense que pour ce sujet, déjà, moi, il faut en principe déjà noter la proportion qu'a pris ces deux polémiques, que ce soit du côté... la fameuse polémique sur l'islamisme, le retour des islamistes des années 90, et cette conférence de Farhat, que je mentionne que ce n'est pas la première, ils l'ont fait souvent. Peut-être pas de cette façon-là, mais ils l'ont fait, il a des canaux par lesquels il s'exprime, et jamais on a assisté à un tel déferlement sur les réseaux sociaux. C'est quand même bizarre que cette intervention de Farhat Mehni prenne autant de proportions maintenant, au moment même où le peuple algérien est sorti... Je ne pense pas qu'il ait déjà donné des visioconférences à l'université Tizi Ouzou. Il ne les a pas faites. Et je ne pense pas qu'il les fasse sous un tel titre. Là, il a embarqué toute la Kabylie. Le combat de la Kabylie face à l'Algérie, conférence animée par Farhat Mehni. Maintenant, c'est hautement symbolique. Moi, je dis des répercussions de cette intervention qu'a pris sur les réseaux sociaux. Oui. On aurait pu très bien, comme disait Khaled Zirem, ne pas en parler, ou bien on sait très bien que le sens de cette intervention ne va pas dans le sens du mouvement populaire qui, tout de même, rappelons-le, ils sont sortis à Tizi Ouzou exactement de la même manière qu'ils sont sortis dans les autres régions d'Algérie. Les Kabyles se sont identifiés parfaitement à cette révolution, ils y sont partie prenante, et donc Farhat Mehni, il n'est pas ni plébiscité par les Kabyles, il n'est le porte-parole de personne, si ce n'est de lui-même et de son organisation, pour en parler. C'est pour ça que je dis que même s'il utilise éventuellement ce terme-là de la Kabylie, ça n'engage que lui-même et c'est les gens qui le suivent. Donc, je veux dire, dans ce niveau-là, je rappelle un deuxième élément, c'est que effectivement là, c'est sur l'université de Tizi Ouzou, comme disait Hassan Hirosh, à Tizi Ouzou, en fait, moi qui étais étudiant, j'ai assisté à plusieurs réunions là-bas, militantes, que ce soit pour la démocratie en Algérie, que ce soit sur des manifestations purement culturelles, et je connais le fonctionnement et comment dire, et la dynamique interne aux étudiants qui est complètement en fait indépendante de l'administration. Oui. Là-bas, le mouvement estudiantin est très structuré. Il s'est imposé. Il s'est imposé aux injonctions de l'administration. Absolument. Et donc, par rapport de force, qu'ils disent oui, qu'ils disent non, qu'ils autorisent, qu'ils interdisent, c'est de sa seule volonté. C'est la même chose. Ils prennent quand même la sono, ils font une assemblée générale, ils convoquent les étudiants, ils déclenchent leur mouvement aux manifestations ou toute autre chose. Et en plus, il y a quand même des militants aussi du MAC qui sont jeunes. Et j'invite d'ailleurs les étudiants de Tizi Ouzou, dont je connais pas mal d'acteurs, à inviter M. Benkheda à animer une conférence à Tizi Ouzou, en réponse justement au régime. Très bien. Et j'ajoute juste un élément, c'est que maintenant sur le fond, évidemment on ne peut pas être d'accord si les termes sont effectivement ceux-là même et que ce n'est pas une erreur de langage. Je demande à Houssine de nous confirmer. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, le combat kabyle face à l'Algérie. C'est effectivement ces termes-là. Moi, personnellement, je ne souscris pas dedans. Autant la liberté d'expression de Farhat Mehni, elle est totale.
autant de mon point de vue, ces diagnostics et ces recommandations sont désastreuses, particulièrement pour la Kabylie et d'une manière générale pour toute l'Algérie. Après, bien sûr, moi, personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion de regarder la vidéo de sa conférence, que je ferai bien sûr dès que possible. Il faut voir ce qu'il a dit à l'intérieur. Est-ce qu'il a parlé du combat kabyle face à l'Algérie dans son intervention ou du combat kabyle contre le régime? Non, il a dit des choses. Voilà. Mais Après, on m'a rapporté que les étudiants ont été très sévères avec lui, surtout quand il a dit ne les laissez pas vous entraîner dans cette logique de Khawa. Ils ne sont pas vos Khawa. Ils ne l'ont jamais été, surtout quand vous vous faisiez massacrer et qu'ils ne sont pas intervenus, etc. Alors, on demande juste l'avis de Khaled Zirem sur ce sujet, puis de Jabbar, mais très rapidement, avant de passer au sujet suivant. Khaled Zirem, sur ce titre de la visioconférence, le combat kabyle face à l'Algérie. Monsieur Benchouf, si vous voulez avoir mon avis en entier sur ce sujet, je risque d'être un peu lent. Déjà, je rejoins en grande partie ce que disait M. Bouchefa par rapport à cet événement. Donc, encore une fois, nous tous, nous sommes en train de tomber dans le panneau de cette histoire de division. Ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, avant d'en parler, je vous dirai une chose, M. Benchouf. Il n'y a pas de tabou en politique. Toute idée politique que peut émettre le cerveau humain est discutable. Ça est une. Et de deux, Farhas Mani, nous le connaissons tous et nous connaissons, certains ne connaissent pas son parcours. Personnellement, j'ai été à son école. Il a fait de nous, à la limite, ce que nous sommes aujourd'hui comme militants. Maintenant, il opte pour des idées politiques qui sont les siennes. Qu'ils les défendent, c'est son problème, je ne le rejoins pas. Moi, je suis kabyle et je vis en Kabylie. Un mot a été très répandu ces temps-ci de référendum populaire. Le référendum populaire en Kabylie a eu lieu au moins pendant 10 vendredis. Oui. Donc maintenant que des gens prétendent représenter ou être la Kabylie, je suis sincèrement désolé. La rue a parlé, la rue continue encore aujourd'hui de parler, mais aux gens de défendre leurs idées comme il le fit. Alors, mais nous, dans le sillage de notre processus révolutionnaire, pourquoi nous nous attardons sur je dirais même des faits divers? Écoutez, nous allons passer au sujet suivant. Une dame à Alger, dans un speaker corner, c'est ça? Speaker corner. Speaker corner, pour parler aux gens, c'est une tribune ouverte, une agora dans la rue. Elle a interpellé M. Nazar. Elle lui a dit des choses, nous allons l'écouter, puis nous allons voir ce qu'a été la réaction de Nazar sur un double plan. D'abord, à cette dame, ce qu'il répond, et ensuite, ce qu'il dit de Saïd Bouteflika, qu'il a reçu le 30 mars, et le 7 et le 30. Et il n'en parle que maintenant. Donc c'est très... C'était présence physique et le 30, c'était par téléphone. Par téléphone. Très bien, merci pour la précision. Nous allons voir cette dame d'abord, ce qu'elle nous dit. أول واحد اللي لازم يتحاسب واللي راهو يعني مطلوب في المحكمة الدولية المجرم خالد نزار اللي جاب لنا المملكة البوتفليقية نزار اللي تسبب في مقتل بلوس دو 250,000 morts أكثر من 19,000 مفقود اليوم لازم نجيبوه ويتحاسبوه هو من صنع العشرية السوداء هو اللي ورط الجزائر في الحرب الأهلية مطلوب نزار يعني نزار رأس العصابة هو اللي ورطنا احنا اليوم ما نسيناش العشرية السوداء اللي ولاو يهددونا بها كل مرة يخرجوا الجبانة الخونة يخرجوا في الشاشة ويقولوا لنا تقبلوا الوضعية ولا نرجعوا لكم للدماء حنا نقول لهم يا جبناء ويا سفلاء اليوم الشعب راهو واعي وحنا رانا سوليدير حاجة ما تقسمنا يخرج القايد صالح ويقول ويندد علاش قطعنا الندوة
ندوة بن صالح الخاين يعني وما راهوش ميم با جزائري نقولوا هذيك الندوة هذيك بن صالح ما يقدرش حتى ينظمها. Alors, juste après, donc, M. Nzar répond. Il réactive même son journal, le journal de son fils, le site Algérie Patriotique qui avait fermé, et qu'il réactive pour répondre. Et il dit que pour ce qui est de la décennie rouge ou noire, lui, il n'a fait que prendre ses responsabilités et qu'il les assume et qu'il l'a fait à la demande de la majorité des Algériens. Il le dit comme ça. C'est noir sur blanc. Et il dit aussi avoir rencontré Saïd Bouteflika. Il ne dit pas que c'était le 7 et le 8 et le 29 mars, et qu'il l'a supplié de ne pas aller à son 5e mandat, que celui-ci lui a répondu qu'il allait y aller et que s'il le fallait, il allait décréter soit l'état d'exception, soit l'état de siège. Ben écoutez, d'abord, mes hommages vraiment à cette dame, chapeau bas. Ouais. Et on voit très bien que les femmes ont un rôle à jouer dans notre société. Ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, freinent pour qu'il y ait l'égalité totale entre les droits pour l'homme et les droits pour la femme, ben aujourd'hui on se rend compte que l'apport des femmes à la société algérienne, à la liberté, au futur algérien, ben c'est absolument monumental. C'est un exemple extraordinaire, encore une fois, vraiment mon chapeau bas. Elles ont joué un grand rôle, hein, les femmes. Toujours, mais malheureusement, il y en a encore des conservateurs, aussi bien dans les islamistes que hors islamistes, qui veulent maintenir la femme algérienne dans un second rôle, avec le, comment dire, comment on appelle ça, le code de la famille, et qui ne lui donne pas les pleins droits. Sur tous les registres, que ce soit politique, économique, que ce soit administratif, au niveau de l'héritage, ainsi de suite, on voit très bien que sans les femmes algériennes, l'Algérie ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est un premier point. Oui. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, Khaled Nzar était au pouvoir. Il avait tous les pouvoirs. Oui. Donc, si la société algérienne avait peur de l'arrivée du fils au pouvoir, et il y avait effectivement une grande frange des Algériens qui avaient peur de l'arrivée du fils au pouvoir, il y avait d'autres moyens. Il y avait Saint-Égidio, il y avait des négociations, il y avait Hosni Ahmed, il y avait Mehri, il y avait, oui, effectivement, il y avait un deuxième tour. Il y a aussi le fait que le président algérien est un général et que nous sommes dans un pouvoir présidentiel. Et que le fils allait prendre le pouvoir législatif. Il était un colonel. Colonel, pardon. Colonel. Mais néanmoins président de la République et qui avait tous les pouvoirs. Donc, effectivement, qui pouvait dissoudre immédiatement l'Assemblée et refaire les élections. Il y avait d'autres possibilités que de prendre les armes et d'arrêter le processus électoral avec les chars. Il y avait certainement d'autres solutions. Rappelons que le président Chadli avait dit à l'époque qu'il était prêt à cohabiter. Au cas où les islamistes prendraient le pouvoir législatif, il était prêt à cohabiter avec eux dans une république où il pourrait désigner un chef du gouvernement parmi les islamistes. Toujours est-il que la violence qu'elles viennent de toutes parts, ne règlent pas les problèmes, on l'a vu. Elles n'ont jamais réglé les problèmes. Depuis 1962, quand l'armée des frontières, dirigée par Boumedienne, a occupé les lieux, balayé le GPRA, empêché la constituante d'aller au bout de ses travaux, empêché la démocratie, a instauré un régime militaro-policier, depuis ce jour jusqu'à maintenant, on sait très bien que l'option militaire et l'option de la violence n'a jamais résolu, ne résout pas et ne résoudra pas les problèmes de l'Algérie et ne fera pas de l'Algérie un grand pays. On ne pourra pas gérer un pays comme l'Algérie avec des casernes ou avec des mosquées. Ce n'est pas possible. Il faut passer à autre chose. Je l'ai déjà dit sur vos antennes ici. Non seulement il faut tourner la page, mais il faut complètement changer de livre. Et donc, pour revenir à Khaled Nzar, s'il estime qu'il n'a aucune responsabilité dans ce qui est advenu,
qu'il accepte Une commission d'enquête. des commissions d'enquête vraiment indépendantes. internationales. Voilà, je crois qu'à ce moment-là, ça résoudrait tous les problèmes, on situerait toutes les responsabilités, qu'elles soient à l'intérieur du Mais à l'époque, Bouteflika le protégeait. C'est Bouteflika qui leur a pondu cette loi sur la réconciliation, une loi scélérate qui, en fait, aurait dû s'appeler auto-amnistie. Oui, ils se sont auto-amnistiés et ils ont même interdit, y compris aux universitaires, de faire des recherches sur cette question. Non seulement ça, c'est que c'est l'armée qui a ramené Bouteflika. Oui. Et si aujourd'hui il se plaint qu'il fait semblant de dévoiler ses entretiens avec Saïd Bouteflika, c'est d'abord lui, entre autres, lui, Toufiq et Belkhir, qui ont ramené Bouteflika, d'une part. Et si Saïd Bouteflika appelle Khaled Nezzar ou demande à le rencontrer, c'est parce qu'il sait qu'il fait partie des magouilleurs, il sait qu'il fait partie des solutions obscures, il sait qu'il peut éventuellement traficoter comme il l'a toujours fait. Il ne l'a pas appelé par hasard, il n'a pas appelé Moukrana Larbi ou Saïd Saadi ou Bouchachi ou je ne sais pas qui. Il a appelé Khaled Nezzar. Donc ça a un sens. Allez. Bon, en tout cas, pour ma génération à moi, oui. La seule chose qu'on demande, c'est que cette page de l'histoire de l'Algérie ne se reproduira plus. Il ne s'agit même plus aujourd'hui de dire qui a eu tort, qui a eu raison. C'est un travail d'historien. Il y a eu des victimes qui demandent une dynamique vérité et justice. Effectivement. Pourquoi ne pas aller, même si nous devons nous réconcilier, même si nous devons amnistier, pourquoi ne pas établir les responsabilités? Aujourd'hui, un Nezzar dont tout le monde sait que c'est lui et ses acolytes qui sont à la tête de ces carnages, y compris des officiers supérieurs de l'armée qui ont déserté pour apporter leur témoignage. Pourquoi ne pas décider de faire des commissions vérité et justice, d'aller au fond des choses, de désigner qui est responsable, qui est à lui pardonner? Mais effectivement, une amnistie. Une amnistie. Vous imaginez bien que ce système-là, il ne peut pas être à la fois juge et partie. Sauf que le problème, c'est que... Une enquête indépendante. Une enquête indépendante ne serait jamais autorisée par ce régime-là. En tout cas, un régime autoritaire qui... Et une fois qu'on l'aura dégagé, avec, que nous pourrons... Avec un commandement suprême de l'armée, qui a les mains et poings liés à cette histoire, avec des dossiers, mais qui sont passibles à la Cour pénale internationale. Donc effectivement, dans ce contexte actuel, je dis bien dans ce contexte actuel, avec ce régime actuel, il reviendrait à nous plutôt de tirer les meilleures leçons possibles de cette décennie noire pour éviter de la reproduire, d'essayer aussi de faire tout ce travail. Je crois que les effets de la décennie noire, ils sont encore perceptibles dans la société algérienne. La crise de confiance dans laquelle nous baignons aujourd'hui, elle en résulte de cette décennie noire, où il s'est passé des choses. Donc, je sais une chose. Non, mais c'est juste pour dire... Je m'inspire des commissions vérité et justice, qui ont déjà été des justices transitionnelles. Je vous laisse finir. Il y a 3 conditions sine qua non pour qu'il puisse y avoir, tourner la page, réconciliation. Il faut qu'il y ait 3 choses. D'abord, que les criminels contre l'humanité et les crimes de guerre reconnaissent leurs crimes. Ensuite, qu'ils expriment leur regret. Et enfin, qu'ils demandent pardon. À ces 3 conditions, personne ne pourra dire non, y compris les propres victimes. Mais encore faudrait-il... Or, sur la loi sur la réconciliation nationale de Bouteflika, qui leur a concédé pour se faire élire un 2e mandat, parce que ça a été ça le deal. Ils ont écarté Ben Fliss pour qu'ils élisent Bouteflika. Il leur a dit, moi, j'ai la solution pour vous. Parce qu'à l'époque, ils craignaient tous de... Il leur a dit, le peuple va vous pardonner et il va même vous demander pardon. Et ils ont été traités dans ce texte d'agents honorables de l'État, qui sont remerciés, qui ont sauvé la République. Et il est interdit non seulement de les poursuivre, mais de mener toute investigation, serait-elle journalistique ou universitaire. Et donc, on ne peut pas aller vers la réconciliation là, c'est évident. Dans ces conditions. Moi, je parle en fait sur deux plans. Le plan de l'actualité. L'actualité, je pense que dans les conditions actuelles, il est impossible d'aller dans le fond du sujet, précisément dans tout ce que vous dites. Vous voyez très très bien qu'il y a un régime qui a commis un bain de sang, parce que c'est quand même sa responsabilité à ce moment-là. Ils avaient les leviers de l'État. Donc on pouvait éviter ça.
On ne l'a pas fait. Donc pendant 10 ans, ils ont fait vivre à l'Algérie ses plus sombres années depuis sa naissance. Donc un régime qui a, pour se défaire de cette décennie noire, a opéré, comme vous dites, une réconciliation nationale sans justice véritable, sans rétablissement des faits, sans un travail véritablement d'enquête indépendante. Et c'est tout ce travail qui revient maintenant à cette formidable révolution d'opérer une fois que ce régime chassé, parce que pour moi, la condition sine qua non, la première pour moi, c'est une justice indépendante qui est en mesure d'établir les faits, de condamner les criminels et aussi de donner aussi des dommages et intérêts aux victimes. C'est de séparer sur ces plans-là à la fois un traitement juridique, mais je pense qu'il devrait y avoir aussi un traitement aussi moral, un suivi, je veux dire, antitraumatique pour ce trauma collectif qu'a subi le peuple algérien. Psychanalytique, évidemment, etc. Et surtout de rétablir aussi, de dire ce qu'on est des disparus de cette période aussi. Absolument. Khaled Ziram, sur ce sujet, s'il vous plaît, votre avis? Oui, M. Benchenouf, si vous me permettez, laissez-moi s'il vous plaît un peu plus de temps par rapport au temps précédent. Ce que dit M. Hirash et M. Bouchelfa et vous-même, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est ni opportun, ni judicieux de soulever ces questions-là. Nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Nous ne sommes pas amnésiques. Vous disiez, M. Benchenouf, que des études universitaires sont interdites sur la décennie noire. Je ouvre une petite parenthèse. Non seulement des études universitaires, il y a une loi en vigueur aujourd'hui en Algérie qui dit que toute allusion publique à la décennie noire est passible d'une peine de prison. Oui, oui. Mais est-ce le moment aujourd'hui de soulever ces questions-là? Le problème, c'est que c'est le général, c'est la rue la rue qui a exigé que le général Nazar soit traduit devant des cours pénales internationales et que Nazar a répondu. C'est pour ça que nous en parlons. C'est d'actualité. Oui, nous en parlons. Même si ce n'est pas opportun, je vous le concède. En amplifiant. Oui, en amplifiant cette discussion autour de la décennie noire, est-ce que nous ne sommes pas en train d'alimenter leur diversion, leur division? Parce que, qu'on le veuille ou non, M. Benchenouf, aujourd'hui encore, le clivage éradicateur, réconciliateur des gens qui étaient pour et contre la processus électoral existe aujourd'hui dans la société. Est-il judicieux, est-il pertinent de soulever aujourd'hui ces sujets-là alors que nous faisons face à un péril 10 semaines. Oui, je vous le concède. 10 vendredis où les Algériens descendent en communion dans la rue pour demander le départ du régime. C'est cette histoire des années 90. Et même, nous irons un jour au-delà des années 90. Les crimes politiques, les gens qui ont été assassinés, les gens qui ont été traités comme l'histoire nous l'a montré. Mais au jour d'aujourd'hui, notre priorité, nous avons une priorité, nous sommes dans l'urgence, c'est de construire un bloc en face de ce régime qui ne veut pas partir. Laissons ces choses-là. Personnellement, je pourrais vous parler pendant des heures sur la processus électorale et comment ça a été fait. Je l'ai vécu dans ma chair. Eh bien, écoutez, Khaled Ziram, je suis obligé de vous interrompre. J'espère que nous pourrons y revenir lors d'émissions prochaines. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que je dois ouvrir le standard. Adel Jabbar, oui, je vous sur écoute. cette question de Khaled Nazar qui a été interpellé publiquement par une dame, applaudie par de nombreuses personnes, cette dame qui demandait ce qu'on le traduise devant des cours internationaux. Est-ce que vous pensez que c'est opportun ou contrairement à ce que dit Khaled Ziram, que ce n'est pas le moment d'en parler, que ça risque de nous, de nous divertir, si je peux dire? Moi, je pense qu'il est toujours opportun et approprié de parler de crimes, parce que les crimes sont imprescriptibles. Il ne faut pas les oublier. Nazar et Koul,
pour sa grosse gueule. Moi, pour faire très court, c'est un serial killer, c'est le psychopathe qui essaye de se justifier. Ce n'est pas ces déclarations qui nous intéressent. Il ferait bien de faire ces déclarations-là pour les motiver, les argumenter et les défendre devant une véritable cour de justice. On verra alors s'il va continuer à proclamer qu'il était dans ses droits ou qu'il avait ses raisons ou qu'il y avait une majorité d'Algériens qui lui avait demandé de canarder des Algériens, d'exterminer 250 000 d'entre eux, de faire disparaître 20 ou 25 000 et de laisser sur le trottoir 800 000 veuves et orphelins avec des dizaines ou des vingtaines ou des centaines de milliards de dégâts à l'économie nationale. Je voudrais bien l'écouter et le voir devant une barre dans une cour de justice. À ce moment-là, il pourra dire ce qu'il veut et on verra s'il ne sera pas condamné. Ceci dit, il est vrai que ce n'est pas le moment d'ouvrir tous les dossiers. Ils sont déjà en train de nous occuper avec leur règlement de compte. Ils n'ont jamais cessé de régler leur compte entre eux depuis 1957 avec l'assassinat, le lâche assassinat de Abban. Cette génération-là ne sait faire que dans les règlements de compte, dans les intrigues et dans l'opacité. La jeunesse algérienne d'aujourd'hui et la nouvelle génération veut tourner la page définitivement. Elle donnera le temps au temps pour réouvrir tous les dossiers de tous les crimes qui ont été commis contre ce pays et contre ce peuple. Elle n'arrêtera jamais de le réclamer. Elle le dit dans la rue depuis le 22 février. Pour parler un petit peu de ce mouvement révolutionnaire, je voudrais attirer l'attention de certains qui se sentent déjà fatigués, qui se disent qu'est-ce que nous avons obtenu. Je pense que les Algériens, à qui on a mis un bâillon pendant 50 ans, de 62 jusqu'à 90, on ne leur donnait pas la chance de s'exprimer. Puis un jour, on a enlevé la muselière, on leur a dit parlez, déblatérez, faites ce que vous voulez. Nous ne savions pas parler, nous avions perdu l'usage de la parole et nous nous sommes mis à aboyer. La génération de 88 n'a pas su s'exprimer. Cette nouvelle génération est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus au fait de l'actualité mondiale et internationale. Elle est beaucoup plus éduquée. On voit le niveau politique des déclarations des petits jeunes, ils sont extraordinaires. La peur a changé de camp. Il y a 3 mois de cela, personne n'osait ouvrir sa gueule, se réunir sur un trottoir où il fallait demander des autorisations. Aujourd'hui, la parole est libérée. Il y a eu un acquis considérable. Merci. Il faut continuer, maintenir la pression, ne pas céder. Ils sont dans une situation de panique totale. Leur dos est au mur et c'est à eux de céder. Nous ne voulons pas de leurs solutions. Les seules solutions que nous demandons, que nous exigeons et que nous réclamons, ce sont celles qui sont inscrites sur la feuille de route du peuple. Et le peuple a été très clair dans ses messages. Dégager, donner la chance à cette jeunesse d'organiser son pays, de gérer son pays, de se réapproprier son pays et ses libertés et sa démocratie. Merci Adel Jabbar, merci Khaled Zirem. Ali et Hassan, le mot de la fin, vous avez 2 minutes environ chacun sur ce sujet ou sur celui que... Juste par rapport à Khaled Nosar, en tous les cas, pour passer juste... En fait, toute cette question de Khaled Nosar, que ce soit la polémique sur Farhat Mehenni ou sur la question des islamistes de retour, le fameux retour des islamistes, franchement, ça méritait qu'un simple commentaire. Il ne s'agit même pas de rentrer dans le fond de ces sujets, parce qu'on sait très très bien qu'à la fin, qui tire bénéfice de ces clivages-là maintenant. Donc il s'agit pour nous d'aller dans la même dynamique. Il y a 2 impératifs encore à préserver, ce sont les 2 précieux, parce qu'on n'a qu'un seul capital politique actuellement, c'est la mobilisation populaire. Donc il s'agit, première chose, de garder l'unité de ce mouvement à n'importe quel prix. Je dis bien à n'importe quel prix, on doit garder l'unité de ce mouvement. Deuxième chose, son caractère pacifique. Ne pas verser dans la violence. Ce n'est pas parce que ça fait 2 mois qu'on est sorti qu'on va se verser dans ceci ou cela. Ils vont partir. La société est en train de s'organiser. Ils sont en train de se regrouper. Il y a des collectifs qui se créent, qui se rencontrent. Il y a toute une jeunesse qui est vivace, qui est là, qui propose. Et donc, si eux, ils ont l'habitude de gérer, pour la première fois de l'histoire, les Algériens, ils sont quasiment dans la conviction qu'ils vont partir. Donc le mouvement il est irréversible et nulle place pour le doute avec le combat jusqu'à ce que Itnahaw Ga. Hassan.
Oui, mon avis sur la question est relativement simple. Il y a eu des milliers et des milliers de morts, des Algériens innocents qui sont partis. Hommes, femmes, enfants, vieillards. On ne peut pas mettre ça sous un tapis comme des grains de poussière. Donc il y a des islamistes et il y a des militaires qui sont responsables de cette situation. Ce n'est pas tous les islamistes, ce n'est pas tous les militaires. Donc il est extrêmement important, effectivement, qu'il y ait justice. Maintenant, est-ce qu'il faut en parler aujourd'hui? Oui, il faut en parler, parce que c'est ça qui mobilise les Algériens. C'est pour qu'il n'y ait plus ça. C'est pour que ça ne se reproduise plus, terminé. La reproduction de ce scénario funèbre, je crois que ça fait peur. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de tabou sur ces crimes. Moi, j'aimerais vous poser une question, je vous laisse poursuivre. Oui. Si le peuple venait, à supposer que le peuple puisse être personnalisé, incarné en une seule personne. Oui, c'est un corps social. Un corps social. Il arrive, il leur dit, écoutez, comme vous venez de dire, vous les islamistes, vous les militaires, moi je vais vous faire une petite proposition. Vous êtes chacun en train de vous renvoyer la balle. Moi je vais vous faire une proposition. Venez qu'on crée une vraie dynamique d'enquête. On ne parle pas de justice pour le moment. D'enquête. Oui, oui. On va recourir y compris à des étrangers. Oui. On va leur donner toutes les possibilités de mener, d'aller au fond des choses pour qu'on sache qui est responsable. Si quelqu'un arrive et qu'il pose cette question, et que vous refusiez, oui. Par exemple, il y a les islamistes et les militaires, vous refusez, vous dites « Ah non, 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 moi je suis militaire, moi j'ai une loi qui m'absout, je ne veux pas qu'on enquête. » Et que l'islamiste, lui, il dise « Je suis d'accord, allons-y, enquêtez. » Donc, à partir de là, moi je n'ai plus le droit de dire « Ils sont autant responsables l'un que l'autre. » Oui. À partir du moment que lui refuse toute enquête et que l'autre la revendique lui-même. Oui. Et je ne veux pas être l'avocat de l'un ou de l'autre, oui. Mais je suis en train de dire des choses logiques. Moi, personnellement, j'ai une réponse à ça, enfin, oui. Un élément de réponse. Oui. On n'a jamais la réponse, c'est un avis, une opinion. C'est que les islamistes ont des porte-paroles politiques qui n'ont pas été mouillés dans les crimes. Donc, eux, ces porte-paroles politiques, ils peuvent dire effectivement, allons-y aux enquêtes. Oui. Mais les islamistes qui sont mouillés dans les crimes, je ne pense pas qu'ils disent allons-y. Qu'ils soient démasqués, voilà. Qu'on leur impute leurs crimes. Je termine juste mon raisonnement. Oui, je vous laisse poursuivre. Par contre, les militaires, il n'y a pas de porte-parole politique qui vont dire, et je suis sûr qu'il y a des militaires. Mais il y a des donneurs d'ordre. Mais je suis certain qu'il y a des militaires, y compris des officiers, qui disent oui, allons-y, il faut des enquêtes. Voilà. Mais malheureusement, ils ne sont pas décideurs. C'est ça la différence. La différence, c'est que c'est les chefs de l'armée qui refusent. Voilà. Et c'est les chefs des islamistes qui acceptent. Qui acceptent. Voilà. Donc il y a une espèce d'asymétrie, de mon point de vue. Et donc nous, qu'est-ce que nous disons en tant qu'observateurs? Nous disons il faut des enquêtes. Voilà. Et ces enquêtes doivent être impartiales. Et il doit y avoir effectivement des experts internationaux qui aident les experts algériens. Après, qu'est-ce qu'on en fera? Au peuple algérien de décider de pardonner ou de ne pas pardonner. Ça peut être comme l'Afrique du Sud, effectivement, où les responsables de ces crimes peuvent demander pardon et peut-être peuvent être pardonnés, ou bien un autre système. Ce n'est pas à nous, aujourd'hui, de le dire a priori. Voilà, donc ça c'est un élément de réponse. Maintenant, je voudrais quand même, dans les magouilles, que vous avez cité, vous avez intitulé à juste titre cette émission. Oui. Dans les magouilles, l'affaire d'Orbrab, pourquoi on a arrêté Orbrab? C'est pour faire flamber la Kabylie. Pas seulement, bien évidemment, c'est un des éléments. Mais aussi parce que je suis convaincu que Orbrab va être jugé, il va être blanchi. Et donc, on va trouver un prétexte, puisque Orbrab a été libéré, on va libérer les autres. Donc, c'est cette magouille qui est en train de se profiler. Donc, on arrête Orbrab, sachant qu'il est innocent, pour qu'on puisse libérer derrière lui des gens qui ont vraiment magouillé. Allez, vous avez demandé... Juste une petite phrase, c'est de dire tout simplement que construisant
les institutions transparentes de demain qui permettront de jeter la lumière sur les crimes du passé. Absolument, absolument. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire la lumière? Il faut absolument faire la lumière. Il faut que les responsables, les criminels qui ont tué 200 ou 250 000 Algériens soient mis dos au mur, maintenant qu'on leur pardonne ou qu'on leur pardonne pas. Il y a des victimes qui sont en attente de cette justice-là. De cette justice, donc bien sûr. ça, il n'y a pas de souci. Après, on peut établir aussi des responsabilités, pas seulement juridiques, mais sur un plan aussi politique, un plan moral. Absolument. C'est aussi la violence du verbe de ce moment-là. C'est tout un ensemble de justices qui sont, qui sont en attente. Il y a une forte attente de la société, pas seulement un traitement judiciaire. Disparus, pas qui attendent jusqu'à ce jour. Exactement. Pas seulement un traitement judiciaire. Absolument, absolument. Moral, de toute sorte, éthique, tout ce qu'on veut, politique. C'est ça. 30 secondes. Allons-y. 30 secondes. Allons-y. Monsieur Benchenouf, pour aller dans votre sens, les jeunes qui ont été assassinés au Printemps Noir en 2001, il y a eu une enquête dirigée par le professeur Issad, le professeur Issad, un juriste mondialement reconnu et connu. Il y a eu donc des responsabilités qui ont été établies dans les forces de l'ordre, particulièrement la gendarmerie, mais aussi les services de renseignement. Il est où le rapport? Bouteflika l'a mis dans un tiroir et on n'en parle plus. C'est l'occasion. Donc ce de genre de demander pratique, des comptes pour tous les crimes qui ont été commis, c'est pour de dire, faire la lumière sur tous les crimes. C'est pour dire que ma peur, même lors même qu'il y a des enquêtes, il faut aussi qu'il y ait des suites. Absolument. Pas seulement ou laisser toute l'attitude au peuple de pardonner s'il veut. Pardonner. Absolument. Et c'est pour ça que le combat continue et que j'appelle les Algériens à toujours venir en tsunami pour dire au régime en place que et que nous voulons un changement radical, passer à un processus démocratique avec des femmes et des hommes propres. Merci Hassan Hirsch, merci Ali Boucherka, merci Khaled Zirem, merci Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis, et restez avec nous. Nous allons vous ouvrir le standard. Ce ne sera pas, comme d'habitude, un peu moins de temps, puisque nous avons un peu débordé sur votre... Voilà, on a débordé un peu sur le temps des téléspectateurs. Je suis désolé.
السلام عليكم من جديد. فريد من فرنسا، مرحبا بك. Je suis très heureux de vous avoir au bout du fil. Merci, أهلا بك. Je suis très content parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train de bouillonner et de voir que vous invitez à la même idée que moi, c'est très bien. Moi, ce qui me scandalise, Alad Gaït Salah, il faut le prendre au mot. Donc, les Hirak Hada, apparemment, ça ne les fait pas trop bouger. Donc, il faudrait peut-être nous les ébranler. Alors, les ébranler quand même, c'est quand même ce mot. C'est un criminel, il assume ce crime. Alors, moi ce que je voudrais faire une proposition, c'est qu'on ouvre une cagnotte ici en France, en Angleterre, un peu partout, pour qu'on puisse payer des gens de la Ligue des droits de l'homme, des avocats, et qu'on puisse entamer les enquêtes. Il faut qu'ils sentent pas que chez nous en Algérie, mais que partout, on ne lâchera pas. Écoutez, quand vous voyez les Juifs, ils ne lâchent pas les gens 50 ans après, tous ceux qui ont été accusés de meurtre, ils ne lâchent pas. Donc c'est bien beau de dire non, c'est la réconciliation, non. Parce que celui qui a un enfant, qui a un père qui a été tué, on ne pardonne pas facilement, on n'oublie pas ses enfants. C'est pas possible. Et ces gens-là, il faut qu'on tienne le Hirakada, on est d'accord, mais il faut qu'on puisse entamer des démarches ici chez nous pour qu'ils sentent qu'ils sont traqués de partout. Et ce qu'a dit la dame, Anissa Ali, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et voilà, j'aimerais vous faire cette proposition éventuellement, si ça peut marcher. Ça serait formidable. Qu'on puisse, qu'il y ait des défenseurs qui puissent pousser des enquêtes chez tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. معنا نوردين من الجزائر. أهلا بك سي نوردين. نوردين من الجزائر. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام سي نوردين. والله نشكرك على المقدمه اللي درتها في اول الحصاد. نزيد لك على شهادات. نعم. شهادات من الجزائر. نعم. شوف انا كي كنت صغير بالك كنت في عمري بالك 15 ans لونفي دو سافوار دخلت البازيليك لور دام دافريك تاع نوتر دام دافريك دخلت كي تشوف لو بلافون هذاك لوفال تي مكتوبه اون فرونسي فraternité ومكتوبه بالعربيه وخو تعرف باللي ما كانش واحد يقدر يسيطر على اي شعب هي تسيطر بالاخوه. الجزائريين عندهم سلاح كتبوا سلاح هو الاخوه والشارع، هذا واش عندهم، ويغلبوا كل المناورات ويغلبوا كل مكائد. ويقول لك عمر بن الخطاب لست بالخب وما الخب يخدعني، الخب هو الثعلب. فهمتني؟ كاين يقول لك دوكا نورمالمون هذوما الايامات هذو دوكا نشوفوا باللي هذا كي تشوف هذا قايد صالح كي نشوف نسمع كلامك نامنك، بصح كي نشوف اعمالك نكذبك. دوكا هذا شغل يتمسخروا بالناس. هذه دانييرمون دوكا هذه تاع واسمو هذا هو لو برومي قول سر قول دار واش دار، قال كلمه تدخل في التاريخ. الفاسد عمره ما يحارب بالفساد. هذه كان وكنت انت قلت سمعنا البارتي قلت كلمه مليحه ليمونيتي. تعرفوا شنو الحصانه؟ المشكل في هذوما نقولوا رجال الدوله هذو عندهم الحصانه، حتى في فرنسا تبعتهم. في فرنسا عندهم ليمونيتي داروها لهم دانييرمون في 2017. ميرسي بارك الله فيك. عمر من تيجي وزو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي عمر. الزول. الزول. نهضر على التسعينات بالقبايلية معليش. تفضل تفضل. ماشي من سمسرية في 92 بصح يظهر ماشي تما شاوس خدمن الخدمة الشياطين فوق كرسيك ذذين زولو في زايين يقموتن ذنوي كذاين فانويا بنت الرجال حزنت مغارفة ميسو الدنبان والضرية مداينة 27 سنة ثورة غادان 20 آلاف الدنبان لو كان البحر اسمي كان يباسي باسرت نديسوس خدمن الجريمة ساكن مالان ولوقات يسكشم لا بوليتيكا الدين خير لا يزران يروح على حساب لي ساكوس ومن بعد بوتفليقة غير يسال وقال يا راني ما نسن اللي صوبور دو لا ريبوبليك يسيلها يسال يحمد فاموس ماشي اللي يتمسرت هذا سيدني سبيطاريات ديال كوريا بعدا قلنا ندير عذرا بس ما شي قلنا لا الفرق يروح يبدل فاموس. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا بزاف
خونا عمر متزيوزو شاعر كان معنا، سان بويت، ميرسي بوكو. معنا زاهرة من فرنسا، مرحبا بك زاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. يا نوارات المغاربية، يا وردات المغاربية، يا رجال المغاربية، يا ربي يحفظكم وربي يستركم وربي ينصركم، يستر الجزائر وينصرها إن شاء الله عند قريب. امين رب العالمين، يعطيك الصحة اختي. يا الله يا ربي سيدي، إن شاء الله نصلي ونصوم ونطلب ربي إن شاء الله يا ربي. ربي يغلبنا وربي يغلبنا على هذو المجرمين، حاشاك يا رب العالمين يا ربي. أولا يا رب، يا خويا العزيز، نعزيكم على الناس اللي ماتوا. امين. ونعزيكم يعني نعزي الجزائر كامله وحباب عباسي مداني وولاده. هذا هو اللي قال له يا اخي خش يا القرمود وخرج يا العمود، حاشاك وحاشا قدرك. كما نقولوها احنا بالمعنى الهضره نتاع الدارجه. أنا نهضر لك يا خويا بالدارجه، وراه القلب راه تعمر وراه ولا دم. صح صح. خلاو فينا غير الدم والهم يا اخي، راه الغش كتلنا وما لقينا كيفاش نقصوا يا اخي ليهم. الله ان شاء الله ربي ينصرنا عليهم وينصر الاسلام عليهم. قال لك ما غير بقومي الا غيروا بانفسهم. يا رب العالمين، وغلبهم وغلب الجزائريين ان شاء الله الاحرار. هذاك اللي حاشاك وحاشا قدرك، هذاك اليهودي نهار جابوه استقبلوه من داروا له اللي ما تندارس، وعباسي مداني ظهر فيه بصح اللي خرجوه في عباسي مداني او خرج فيهم وعايرناهم وحطينا فيهم كلش. وهذاك صالح هذاك هاو كبر، هذاك القايد صالح هاو كبر غير يخرج. وبارك الله فيك اختي زاهره. وشي على هذا اللي تكلمي عليه اليهودي روجيانا، ما نخلطوش، يعني سامحيني الكلام اللي قلتيه كل مليح، الا هذه تاع هذا روجيانا ولد بلادنا على كل حال، ويحب الجزائر ويحب الجزائريين، وطلب باش يتدفن في ارض الجزائر. داروا مليح اللي خلاوها جاي يتدفن في الجزائر، بس وشيه المنكر اللي داروه في الشيخ علي عباسي مداني وولاده وعائلته، يعني ما خلاوش يتدفن بالجمعه وما خلاوش ولاده يجيو معاه، هذه حاجه واحده اخرى. هذه اما يعني نقولوا هذاك يهودي، احنا ماذا بنا اليهود ناس ولات بلادنا اللي في الجزائر ويحبونا وما كانوش ضدنا وما مش صهيونيين وكذا، لماذا ماذا بنا ما نتكلموش هيك يعني من الممكن يعني. بارك الله فيك اختي زاهره. ومعنا عبد القادر من سيدي بالعباس. عبد القادر من سيدي بالعباس، مرحبا بك. قدناه. حكيم من بجايه، مرحبا بك حكيم. حكيم ومزيغ، اهلا بك، مرحبا بك يا سيدي. اهلا سي جمال. اهلا بك سي حكيم، مرحبا. حبيت صافي شحال حبيت نقول لك يعني اغيول مبابا جدي راني غير كبر دفير القبيليه، ما نعرفش بزاف العربيه، نقول اغيول مبابا جدي راني غير كبر دفير. الحمير تاع باباك وانت تركب من اللور. انا ما حبيتش نركب من اللور سي جمال. ايوه. وزيد يا ولا الاحمر ما تجيش تركبه من قدام، تركب غير من اللور الاحمر. كون تركب من قدام تكسر له ظهره. من اللور خلاص ما نركبش من اللور سي جمال خلاص. نعم. الو. انا نسمعوا فيك تفضل سي حكيم تفضل. تسمع فيا سي جمال. نعم نسمعوا فيك خويا نسمعوا فيك. صحيت. ونزيد لك انا يا حكيم ومزيغ من سيدي عيش، ونقول لك هذه الكلمه هذا ما كان، خاطر ما نعرفش بزاف العربيه، هذا ما كان. معليش على خير. معليش خويا، بارك الله فيك خويا حكيم، يعطيك الصحه. معنا جمال من قسنطينه، مرحبا بك سي جمال. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام، مساء الخير خويا، مرحبا. جو فوز ابيل ثاني اليوم. شوف انا يعني بور اتر برف، تسمى لو جينيرال هذا قايد صالح، انا يعني نعيط نهضر عليه. Je l'ai qualifié dans un premier temps d'imposteur, et c'est vrai. Où j'ai dit depuis l'intrusion, où il pollue, où il brouille le wahd. C'est vrai, parce que c'était son jeu. Donc le jeu qu'il est en train de jouer, c'est un jeu encore plus dangereux. Cinéma تاعو هادو اللي عاد
depuis une caserne avec un tenue de combat. Il s'adresse au peuple comme un président, où il trace des directions. هذه تسمى سي وزيد لو ديرني سينما هذا تاع اسمه تاع اللي يدي الناس للحبس هذه سي تري دونجورو يتوش لا ستابيليتي دو بيي لا كوهيزيون تاعو دونك c'est un ennemi, c'est devenu un ennemi, il faut l'écarter. Il faut donc penser à une autre forme de résistance à l'approche de Ramadan ou les examens. Par exemple, comment voyez-vous vous-même cette autre forme? Mais avec l'approche de Ramadan ou les examens ou la période estivale, moi je préconise on va leur déclarer ville morte. Moi je ville morte Algérie morte. À partir de 14h chaque vendredi نقعدوا في الديار حتى نفطروا ونخرجوا نهضروا معهم بالسكات قال هاهي on a rempli les villes, vous avez perdu le sens de la mesure, vous ne mesurez plus les choses à leur juste valeur parce que vous êtes dans des situations qui vous coupent de la réalité. Donc parce que si jamais je ne peux pas vous dire certaines choses كي نمشي في المسيرة تعود نسمع الحوايج يبعثوا الناس تاعهم. Je peux vous le dire si Jamel اقعد مع حسين, nous allons vous inviter à la prochaine émission Inch'Allah où on vous permettra de vous exprimer plus avant et plus en détail. Oui, merci beaucoup. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur l'antenne. معليش نعيطولك في التليفون ونحكيو معك. داكور. بارك الله فيك سي جمال, بقى على خير. معنا فتحي من بليده. فتحي السلام عليكم. اهلا السلام ورحمه الله سي فتحي, مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. لاباس خويا, بارك فيك, الحمد لله. انا ذاك حبيت نعلق على المحاكمات هذا يحكموا في مهامل وهذه كاع ما كاش من هذه نورمالمون هذه المحاكمه تجي كيديروا رئيس جديد, كيديروا رئيس تاع الشعب تما المحاكمه تكون. في الوقت الحالي هذه المحاكمه ما كاش منها كاع, هذه ما كاش منها كاع, ما تخرج كاع في الراس. نعم. واش غنقولوا كي يدير الشعب كيدير رئيس تما تكون المحاكمه هذه. بارك الله فيك سي فتحي, بارك الله فيك يا سيدي. ومعنا حسين من البويره. انني ساعه كي نشوف واحد بلي قال ما عنده يعني ما لقاش واش يقول, خلاص الهضره نقطع له الكلام قبل الوقت تاعو, يسمحوا لنا يعني لكل تحبش ما يبقاش سكاتك نبقاو نشوفوا في بعضنا. معنا حسين من البويره. اهلا بك سي حسين. السلام عليكم صاحب سي بن شنوف. وعليكم السلام سي حسين, مرحبا بك. مرحبا بك الخير. خويا بن شنوف. نعم. شوف فرحات مهني راه من صنع المخابرات هذاك. فرحات. فرحات مهني هذاك راه مصنع من المخابرات هذاك, لازم الناس يكون على بالهم باللي هذاك راه المخابرات هي اللي راهي تمشي فيه. هاديرها 100% ماشي كذا. إلا اللي كاتبين هذو لازم نهبطوا لهم لويتيام بيبي باش يروحوا اللي كاتبين هذو لازم نهبطوا لهم لويتيام بيبي. هذا سينون لازم كاع يهبطوا لي ولاية كاع الجزائر يفدوا قشوب وخلاص. هذا هو لازم نديرو. والله يا سي حسين شوف, انا كون يعني راي والله كون نصيب انا يعني نتكلموا على انسان نتكلموا عليه واش راهو يدير واش كذا, وانا مانيش معاه داكور وكذا, واش باش نقولوا هذا كذا وكذا ومنا ويكون ما من الاحسن بالاخص لما الانسان اللي يعيط يسموه غير حسين ما نعرفوش اسمه. دونك ماذا بينا ما نجبدوش الحوايج هذاك اجون دي دي ار اس اجون دو دي اس تي. هذاك 100% لازم الناس يعرفوا بلي فرحات مهني من مصنع من المخابرات هذه غير شاك فوا تكون ليفيرمون يديروا فلوس باش يلعب لهم راه يلعب لهم راه مخلصوا كلش. هذه غير كنت هاني 100%. هذه 100% باش الناس كاع يكون على بالهم. خلاص داكور. فوالا هذه غير ديروها في بالكم باللي هو راه من مصنع من المخابرات هذه الناس من الجزائر كاع يكون على بالهم باللي ماشي قبيل ما ريبريزونتي حتى قبيل هذاك. انا نقول لك راني قبيلي وعلى بالي انا ما هذاك ما ريبريزونتي حتى قبيل هذاك. فوالا وبارك الله فيك سي حسين. معنا علي من تيزي وزو, مرحبا بك سي علي. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام سي علي, مرحبا بك خويا. خويا لا ديسيني نوار بدات في فيفري 1996. دونك خالد نزار n'a rien à voir là-dedans.
La décennie a été bien orchestrée par Bachin. هو اللي كاع وجد كاع لي بلان تاع هذا القتال. مثلا نولوا شكون اللي تسلك الجزائر؟ الجزائر تسلكها محمد. بصح سامحني يا سي علي، سامحني، هو نزار في ذاته هو بعد يقول لك انا نتحمل المسؤوليه، انا اللي درت لا ديسيني، انا اللي درت كوديتا، وانت تقول لا مش هو، تسمى تعرف خير منه انت. لا انتايا غير في خدمتك تقول لهم باللي انا جو برون لا ريسبونسابيلتي غير مع خدمتك. لا قال انا جي انتيغومبي. هو منين جات لا ديسيني روج؟ من النهار اللي حبسوا داروا الكوديتا بدات لا فيولونس بشويه. اون 93 ديكلونشات، كان هو مينيستر لا ديفونس، هو اللي مينيستر لا ديفونس. المهم انت مسؤوليتك انت اخويا، قول واش تحب. انا قلت لك برك انا سامبل رومارك، انت قول دبر راسك. قايد صالح ايتي شيف دو لا دوزيام ريجيون ميليتير. تهضر على قايد صالح على نزار؟ خليني هاتنا نجيب لك. ونهضروا على نزار، كنت بدات تهضر على نزار مش على قايد صالح. خاط نزار ناري انا فور مع لا ديسيني نوار. خاط نزار ما قتل حتى واحد. خلاص مسؤوليتك انت قول واش تحب دبر راسك. يعطيك الصحه. لا ديسيني نوار بدات في فيفري 1996 من طلع لامين زروال كون بريزيدون دو لا ريبوبليك اون نوفمبر 95. خلاص داكور سي علي، معليش. معنا ديرني ابل مصطفى من بومرداس. مرحبا بك سي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله سي مصطفى. اولا نعلق على على هذه المحاكمات. نهضروا على المحاكمات، نهضروا على الحراك، نهضروا على النزار اللي قال ناخذ مسؤوليتي امام، وانا الشعب الجزائري هو اللي طلب مني ندير الكوديتا. واسمو كما يقولوا نزار هذا ما جابش عليه المدح كما يقولوا. هذا الاولى. تكلم سي مصطفى. اما ما يعني واسمو المحاكمات اعتبرها مراوغه. هذا النظام يراوغ الشعب الجزائري كونكوارات يحارب الفساد. هو شكون يحارب الفساد؟ يحارب الفساد. في زوج فاسدين كما يقولوا، كاين اللي يحاسب وكاين اللي ما يحاسبش. اتكلم سي مصطفى، تكلم. اما ما الحراك في رايي الشعب الجزائري لازم يقوم باضراب. اذا ما داروش اضراب كما يقولوا تاع 3 ايام او اسبوع، اضراب يعني شل كل القطاعات. سينو ما نظن شوط ما يديرونجي النظام. توا النظام بدا يضيق عليهم. كل خميس الطرق المؤديه الى العاصمه تبدا تغلق من الظهر. كل خميس راني نعقب على الجي، كل الطرق المؤديه الى العاصمه تبدا تنغلق. كون برومو كحله. بارك الله فيك سي مصطفى، بارك الله فيك. بارك الله فيكم خوتي خواتاتي اللي تبعتونا. سامحونا اذا دينا لكم شيء من الوقت تاعكم. كان حاجه واحده اخرى حبيت برك نقولها لكم، يعني انا اخوكم ونقول لكم رايي، هو انه نزيدوا حاجه واحده اخرى في الحراك كون نصيبوا النظافه. ننظفوا بلادنا. اخي احنا بكري كي قرب رمضان نسانا وخواتاتنا واماتنا يغسلوا الدار من فوق لتحت ويرجعوها هك الدير من جديد. لا باش كما يقول لك، كما تقول ما ربي يذكرها على خير ربي يشفيها، تقول باش نستقبلوا سيدنا رمضان او جاينا. يعني احنا واش نديروا دركا؟ ما ننظفوش غير ديارنا، ننظفوا البلاد كامله. كون نصيبوا الطرق نتاعنا، الحومه، والناس ثاني التجار، هذاك القهواجي ينظف قهوته، والمطعم ينظف المطعم نتاعو، واللي يجي فايت كيما يلقى كارت من الطايش يرفدوا يحطوا في لابوبال، ولا اللي يقدر يصبغ دارو يصبغ دارو، واللي يقدر يغرس النوار يغرس النوار، واللي يقدر يعدل البالكون تاعو ينظفوا من هذاك الحوايج. رجعوا بلادنا زينه وشابه وباهيه وكذا، ونكملوا في الحراك نتاعنا وفي التجنيد نتاعنا وفي التبسيمه نتاعنا وفي الاراده نتاعنا، وتتنحاو كاع وبقاو على خير وفي الامان ويعطيكم الصحه.